Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Emmanuel Lemort. Je travaille entre autres à faire des sites internet Joomla depuis que ça a commencé à être Joomla, donc en 2005. Et j'ai toujours été intéressé par les maths et c'est ça qui m'a fait aller vers l'optimisation parce que j'ai toujours été intéressé par ce qu'on pouvait faire pour optimiser les images sans perdre la qualité des images, donc réduire la taille de son site internet. Après, avec le temps, évidemment, ça a évolué. Et donc, une petite présentation qui, j'espère, pourra vous aider pour faire des sites internet plus légers et mieux optimisés dans un sens complet, pas seulement optimisés pour le SEO ou les images, mais vraiment d'une façon holistique. Donc, l'optimisation, c'est bien gentil, mais c'est quoi? Eh ben, ça couvre tout en vérité. Quand je parle à des clients ou à des collègues, des fois, ils me disent oui, mais moi j'optimise l'image, c'est pas un problème. Oui, mais c'est pas ça l'optimisation. Ça c'est un petit morceau d'une grande équation. Euh, et aujourd'hui en 2024, ben, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut regarder, qu'il faut faire. Et donc l'idée, c'est que j'espère cette présentation vous apportera au moins un ou deux trucs que vous ne faites pas aujourd'hui, que vous devriez ou pourriez faire pour réduire la taille de vos sites et les rendre plus faciles. Donc, je peux vous laisser lire le texte après la présentation. C'est juste pour dire qu'il y a plein de choses à faire, que ce soit du côté choisir son hébergement de façon logique jusqu'à la protection de la planète. C'est vraiment un tout. euh, et on va essayer de couvrir, sans trop oublier de trucs, les choses intéressantes. Donc l'hébergement, bah, c'est la fondation de votre site internet. Vous avez un hébergement qui est pas adapté à votre besoin, ben, vous allez être pas obligatoirement très bon pour la planète puisque vous allez avoir un truc qui tourne alors que votre site il a 200 personnes qui viennent par mois. Il faut que ce soit logique. Il y a des et à l'inverse, si vous avez un site qui est très visité, eh ben, il faut que vous ayez un hébergement un peu plus costaud qu'un hébergement partagé parce que ben, ça va créer plein de problèmes côté utilisateur. Parce que si les pages sont lentes, si les pages se cassent, parce que ben, le serveur il est complètement comme ça, ben, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir un client très content. Donc, euh, évidemment, quand on parle du contexte de Joomla, ben, il faut avoir un minimum de mémoire pour que le Joomla il fonctionne correctement. Si vous êtes sur un hébergement, comment on appelle ça, mutualisé en français, euh, c'est moins cher, mais ça vous complique la tâche parce que vous avez moins de contrôle et vous avez comment s'appelle, des contraintes de l'hébergeur qui des fois sont très bien pour eux, mais pas très bons pour ce qu'on veut faire avec son site. Euh, et comme j'ai dit, il faut que ce soit adapté. Comme je le dis là, un site vitrine pour un coach sportif local n'a pas obligatoirement besoin, les mêmes besoins qu'un site internet e-commerce multilingue, multimonnaie, multimarché avec 15 000 articles. Donc, il faut adapter pour qu'on soit le plus proche des besoins de votre site, on va dire maintenant et dans les quelques années qui suivent. Côté hébergement, il y a quelques optimisations à garder en tête. Euh, des solutions de caching côté serveur. Idéalement, vous avez trouvé un partenaire comme par exemple Planet Hoster qui connaît Joomla, qui connaît comment optimiser les paramètres PHP, le MySQL et l'Apache pour que ce soit le plus proche des besoins de ce que a besoin Joomla ou votre site. Euh, Ils ont probablement, on peut espérer, implémenter HTTP 2 ou même version 3. Ils vous donnent, ou que vous le fassiez vous-même, ou à partir de l'hébergeur, il y a une protection DDoS. Alors, je ne sais pas comment on dit en français DDoS, mais c'est contre les attaques en masse. Déni de service, merci. Merci beaucoup. Et sinon, si vous n'avez pas ça chez votre hébergeur, bon, vous pouvez mettre Cloudflare devant. Il faut juste faire attention que Cloudflare est très agressif dans ses paramètres et que ben, ça peut vous causer des petits soucis avec
des paramètres qui sont trop agressifs. Et donc, il faut aller dans la configuration de Cloudflare, même en mode gratuit, et éteindre certaines choses, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes, entre autres avec les scores de page speed et autres. Et idéalement, votre hébergeur vous donne un WAF. Alors, WAF, c'est un pare-feu d'application web qui a été paramétré pour Joomla. Alors, une des grandes questions et un des grands débats qu'on trouve sur Mattermost, pour ceux qui y sont, c'est il y a un peu deux camps. Il y a les camps des gens qui veulent qu'on fasse du Joomla avec seulement le corps de Joomla, les modules, les articles et la template Cassiopeia qu'on a modifié à ses besoins. Et il y a l'autre camp qui utilise un template et un framework. Pour ceux qui lisent le magazine Joomla, j'ai écrit récemment une série en 5 parties, je crois, sur les templates et les frameworks. Et tous les templates et tous les frameworks ne sont pas créés égaux d'un point de vue optimisation et d'un point de vue fonctionnalité. Donc là, j'itère quelques différences et quelques avantages d'utiliser l'un ou l'autre. Évidemment, utiliser Joomla 5 Core seulement, c'est l'environnement le plus testé par les bénévoles de Joomla. Il y a moins de conflits potentiels puisque il y a moins d'interaction avec des différentes couches de logiciels. Il y a moins de ressources serveurs utilisées. Le debugging, quand il y a un problème, est un peu plus facile puisque vous n'avez pas 46 couches de trucs à gérer, de développeurs différents. Et les mises à jour sont plus simples. Mais par contre, du côté framework, il y a des avantages. Il y a certains frameworks qui sont vraiment pensés pour optimiser les ressources et qui font une partie du travail où on n'a pas obligatoirement besoin de rajouter un plugin dans Joomla pour faire certaines choses. Le contenu est roi. Bon, ça, c'est une phrase très connue, mais je dirais oui, mais pas n'importe comment. Le texte, créer du contenu de qualité, c'est plus important que juste créer du contenu. Il faut qu'il soit informatif et qu'il soit engageant d'un point de vue marketing, mais aussi d'un point de vue pour les lecteurs. Parce qu'à la fin, si on regarde comment fonctionne Google, ils veulent que votre site soit une source d'information. Ils pensent de cette façon-là. Et si vous avez du contenu, par exemple, je n'oserais pas dire généré par l'IA, mais qui n'a pas beaucoup on va dire, d'âme et de qualité engageante, eh ben, Google ne va pas aimer ça et vous, vos lecteurs non plus. Et donc, ça va jouer sur votre référencement, sur le trafic que vous allez avoir sur votre site. Et donc, derrière, potentiellement, si vous avez des clients indirects, sur la qualité de ce qu'ils vont percevoir de ce que vous avez apporté. Il faut évidemment faire des liens en interne sur vos pages pour que les moteurs de recherche soient une compréhension plus facile de votre site. Et sans vouloir faire de la pub pour les personnes qui sont à côté de nous, il y a des extensions qui sont très bonnes pour aider côté SEO, dont on parlera un peu plus tard, comme 4SEO, qui est fait par... voilà. Il y en a d'autres aussi, évidemment. Et côté image, ça c'est mon dada. Très souvent, que ce soit des utilisateurs finaux ou des clients qui viennent vers vous pour « j'ai besoin d'un site internet », ils ne comprennent pas trop que les images qui sortent de leur iPhone 15, elles ne peuvent pas être directement mises sur le site en état. Et très souvent, ce que je vois, c'est que tiens, mon logiciel, il a fait un PNG, allez, on met le PNG en état, pas de problème. Si, généralement, ça fait des gros problèmes, puisque après, on a des pages de 42 mégas et on ne sait pas pourquoi. Et donc, il faut vraiment éduquer ou faire attention, selon qui on est, au format qu'on utilise. Je vois trop souvent, personnellement, le format PNG utilisé à la place de JPEG ou WebP, juste parce que
l'extension qu'on utilise, sauvegarder en ça, ou le logiciel externe qu'on a utilisé pour peut-être retailler l'image, l'a mis en PNG automatiquement. Et résultat, ben, on a des fichiers qui sont beaucoup trop grands. Et côté outils, il y en a deux que je recommande. Celui qui est... Alors, le meilleur que j'ai trouvé, c'est Squoosh.app, qui est un site en ligne. Je vous montrerai un exemple dans la slide d'après. Le seul désavantage de ce choix-là, c'est que ça ne fait qu'une image à la fois. Donc, évidemment, ce n'est pas en batch. Et bien sûr, TinyJPEG et TinyPNG qui le fait en batch pour vous. Mais les résultats sont beaucoup moins impressionnants, comme on le verra dans quelques secondes. Et pour les vidéos, il faut aussi penser à optimiser les vidéos, même si elles passent par des plateformes comme YouTube, qui fait sa propre manipulation et transformation pour format streaming, parce que même si ce n'est pas obligatoirement sur son site, je considère qu'on a un devoir, alors après tout le monde n'est pas d'accord, mais qu'on a un devoir de ne pas générer du contenu de trop grosse taille juste parce qu'on peut le faire. L'environnement n'en a qu'un. Il faut savoir que l'informatique est un très gros générateur de CO2 dans le monde et d'autres problèmes qui vont avec l'environnement. Donc si on peut faire du contenu de qualité visuelle à une taille minime, ben, on doit de le faire, on se doit de le faire. Et il y a des solutions comme Beamer 5 et VEED, VEED, pardon, et Clip Compress pour ceux qui veulent une solution facile ou pas chère. Il y a bien sûr des solutions un peu plus expertes comme Handbrake qui font le travail, mais là, il faut vraiment aller dans les paramètres et ça devient compliqué. Un exemple, donc j'ai pris deux photos. Vous connaissez sûrement Pexels, un site d'images gratuit. Donc j'ai pris la première image qui est une image visuellement compliquée pour montrer justement la différence. C'est une vue d'un centre-ville. Le fichier d'origine que j'ai téléchargé gratuitement grâce à ce site, 2,9 mégas, 6000 pixels par 4000 pixels, et j'ai imaginé que ben, j'en avais besoin pour un petit article ou une petite colonne. Donc je l'ai redimensionné à 500 pixels par 330 pixels. Donc la taille non optimisée comme ça, avec un Photoshop ou équivalent, c'est 267 kilooctets, ce qui est malheureusement la réaction typique, c'est « Ah, parfait, j'ai mon image, je la mets dans mon article, c'est bon, fini ». Sauf que il faut qu'elle soit optimisée, et vous verrez pourquoi un peu plus tard. La taille optimisée avec TinyJPEG, 102K. Et si on fait la même chose avec Squoosh, avec le défaut, c'est-à-dire juste quand on démarre le logiciel, et ben ça tombe à 33K. Et visuellement, vous seriez incapable de voir la différence. Il n'y a pas un pixel de différence visuelle. Donc, entre 33K et 102, c'est déjà pas mal comme amélioration. Et évidemment, quand on compare à 267K, ben, c'est beaucoup de différence. Et si on s'amuse à prendre un peu plus de temps dans Squoosh, et je vous montrerai un exemple, il y a plein de paramètres avancés. Et ben on peut descendre un peu. Bon, là, dans cet exemple-là, comme l'image est très complexe, on a descendu que seulement de 2K. Dans l'exemple d'à côté, vous verrez qu'il y a une différence assez substantielle. Donc, l'autre image que j'ai choisie, qui est beaucoup plus simple, c'est une vue d'un coucher de soleil sur un étang. Le fichier d'origine est 1,4 mégas seulement. Alors, ça s'explique tout simplement parce que vous avez toute une zone ici qui est relativement homogène. Alors, en vérité, il y a plein de différentes couleurs, mais comparé à cette image-là, il y a beaucoup plus de complexité. Donc, c'est normal. Le fichier fait 8064 pixels par 6048 pixels. Mais comme l'image est beaucoup plus simple, bah, évidemment, le fichier d'origine est beaucoup plus petit. Et je l'avais imaginé pour une en-tête comment s'appelle, de newsletter, d'un article qu'on utilisait pour le newsletter, donc plus grand, 800 pixels par 600 pixels. La taille non optimisée, c'est 316 kilooctets. Monsieur TinyJPEG en a fait une version de 47 kilooctets. Squoosh, de façon standard, la même taille. Donc là, pour une fois, on n'économise pas. Mais par contre, quand on va dans le mode avancé, on descend à 27. Donc 27 comparé à 47, c'est une belle amélioration. Donc là, je vais sortir de la 2 secondes et je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, si la connexion, voilà. Donc Squoosh, tout simplement, on peut glisser une image ou appuyer dessus.
J'ai un petit répertoire présentation. Donc, le fichier d'origine qui est celui-ci, c'est l'image évidemment du bâtiment. On peut la dézoomer pour voir un peu à quoi on regarde. Et là, vous avez des paramètres, on va dire, faciles. Alors, sauf que, désolé, j'ai pris la mauvaise image, j'ai pris la monstre d'image. Je voulais prendre celle que j'avais retaillée. Désolé. C'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. 267 kilooctets. Voilà. Donc, la fameuse image retaillée pour l'article. Donc, sans toucher rien, on est à 33K. Et il y a un petit truc magique qui s'appelle Advanced Settings. Alors, désolé, c'est tout en anglais, mais c'est pas moi qui ai fait le site. On peut s'amuser à jouer avec ce paramètre-là. Et c'est ça qui va vous donner, on va dire, le plus grand effet sur la taille qu'on voit en bas à droite, en immédiat. Et vous avez cette espèce de petite barre pour vous montrer l'image d'origine et l'image non optimisée. Donc là, honnêtement, il y a des petites différences, mais il faut vraiment savoir où elles se trouvent. Elles se trouvent entre les bâtiments pour ceux qui veulent savoir. Et après, il y a des paramètres. Au passage, suite à ce rendez-vous, il y aura une série de 3 articles sur Joomla Magazine où je vais dans le détail des paramètres et des options pour aller plus dans le détail. Donc, si cette thématique vous intéresse, vous pourrez lire ça dans le magazine de Joomla. Et il y a donc un paramètre qui permet de changer la qualité de l'image au niveau chroma, donc au niveau couleur. Et dans certaines images, on peut descendre sacrément bas. Et évidemment, plus on descend bas et plus l'image pèse moins. Et là, par exemple, je suis descendu à 25%. Honnêtement, pour voir la différence, il faut vraiment se lever de bonne heure. Alors, moi, je la vois parce que je suis très habitué. On le voit, par exemple, ici, dans cette partie-là, où je suis allé un peu trop bas au niveau chroma. Et la tonalité des rouges est un peu plus mat, un peu plus. Mais il faut vraiment chercher, quoi. Et donc, le résultat, c'est que on se retrouve avec des images qui pèsent beaucoup moins qu'au point de départ. Et après, il y a des autres paramètres comme trellis multipass et optimisation des blocs. Bon, c'est des trucs techniques, mais c'est le trellis, c'est une façon comment on appelle, de référencer les points de couleur ou les pixels de couleur dans le calcul d'une image. Ça va très loin dans la complexité. C'est des formules mathématiques extrêmement complexes. Et en vérité, j'ai un outil qui est plus performant que ça, que j'ai co-créé avec quelqu'un. Moi, je me suis occupé de la partie maths et lui de la partie programmation, mais on n'a pas encore décidé si on allait le mettre sur le marché. Parce que maintenant que le format WebP commence à prendre presque le devant ou le dessus sur JPEG, comme l'outil qu'on a créé est fait que pour JPEG, on se dit que peut-être ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on arrive à des résultats vraiment impressionnants selon le type d'image. Alors oui, ça prend un peu de temps, mais les résultats sont quand même très significatifs. Quand tu commences avec une image à 267 kilooctets et que tu descends à 29 et que tu ne perds pas de qualité visuelle, c'est plutôt superbe. Alors, je reviens à nos moutons. Désolé. Alors, tac. Donc, le SEO. Alors, un site que l'on ne trouve pas existe-t-il? C'est une blague que j'ai eue avec un ami récemment. Évidemment que oui, mais bon, il ne sera pas obligatoirement aussi performant. Si votre client, comme on discutait tout à l'heure, a l'impression que tous les sites qui sortent doivent être sur la première page, s'il n'y a pas un peu de SEO qui est fait, que ce soit avec l'aide d'un composant comme 4SEO ou avec d'autres trucs, bonne chance parce que ça ne va pas se faire par magie. Et le SEO, c'est compliqué, c'est un processus où il y a plein d'étapes. Il y a le SEO technique, il y a le référencement sur page, il y a ce qu'on appelle on-page, il y a le référencement off-page, j'imagine hors-page en français, et après d'autres considérations. Alors j'ai marqué ici quelques trucs, évidemment, activer
le SIF dans Joomla, réécriture des URL en clair, je crois qu'on dit, pour mieux adapter au moteur de recherche. Activer le SSL aujourd'hui, ça paraît évident, mais des fois, quand c'est évident, il faut le redire. Et la majorité des hébergements vous donnent gratuitement un certificat SSL Let's Encrypt. Activer la compression gzip, optimiser vos images comme mentionné tout à l'heure. N'oubliez pas de minimiser le nombre de fichiers CSS et JavaScript et de les combiner ensemble. Un des trucs qui me fascine toujours, c'est quand on voit le site de Apple. Il y a une quantité astronomique de photos, et pourtant, c'est un site qui pèse pas grand-chose, et surtout, qui n'a pas beaucoup de requêtes ou de sites externes vers lesquels il se communique. Il faut savoir qu'un site, plus vous avez de liens vers l'extérieur, plus ça peut le ralentir. Il suffit que le site en question n'est pas très rapide à répondre. Et ben, la perception pour l'utilisateur, c'est que votre site il est lent, alors que ce n'est pas vraiment votre faute à vous. C'est parce que vous vous connectez à Facebook Pixel, à je sais pas quoi, des centaines de trucs. J'ai vu des sites où il y en a qui le font bien, ils se connectent à 5-6 sites, et il y en a qui se connectent à des centaines de trucs, et je me dis, mais comment c'est possible, quoi? Et surtout quand on regarde la façon où, du moins, moi je fais des sites, quand j'ai la conversation avec mes clients, je leur dis, il faut que chaque élément, surtout sur votre page d'entrée, mais bon, c'est vrai aussi sur les landing pages, etc., chaque élément qui est sur la page aille vers la mission de ce que vous voulez faire. Si vous n'avez pas, si par exemple, pour la raison X, Y, Z, Instagram, ce n'est pas votre public, il n'y a pas besoin de mettre Instagram sur votre site. C'est un icône de plus, c'est un lien vers l'extérieur de plus qui ne va pas aller vers votre mission. Donc c'est aussi ça, optimiser, c'est de réfléchir de façon holistique à qu'est-ce que vous voulez faire avec ce site, et ne pas mettre des choses juste parce que c'est les trucs qu'on fait, que j'ai vu faire sur plein d'autres sites. Pour les sites de taille, mettre un sitemap XML, ça aide. Pour les petits sites, c'est peut-être moins important. Il y a il y a des extensions, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui font à peu près tout papa-maman pour vous aider à améliorer ce que vous faites dans votre site, comme celle de Yannick, mais il y en a d'autres. Et en 2024, un des trucs qui commence à être quand même assez important, c'est de commencer à utiliser, alors je ne sais pas du tout comment on dit ça en français, tu vas peut-être m'aider s'il te plaît, le structured data de Google. Oui, oui, mais, oui, données structurées. Mais disons que c'était important aujourd'hui. Ça prend toujours du temps à ce que les gens mettent des bonnes pratiques en place. Pardon. Et un truc très banal, les liens cassés, les broken links. Le nombre de sites où je vais voir, parce que quelqu'un me dit « Ah ouais, j'ai vu ce site » ou « Ah, j'aime bien ce qu'ils ont fait », et on trouve encore des sites cassés, des liens cassés. Google n'aime pas ça. Bon, il n'y a pas que Google, hein, mais ils n'aiment pas ça. Donc, c'est assez facile. Vous pouvez aller sur brokenlinkchecker.dev, ou si vous avez le logiciel Screaming Frog, ils vous font un scanning de tout votre site. Quand vous avez que quelques pages, c'est facile, vous le faites vous-même. Quand vous avez 250 pages, ça commence à être un peu compliqué, et ils vont le faire pour vous très rapidement, évidemment. Pour info, il y a des extensions comme ForSEO qui vont aussi vérifier les liens cassés, mais les liens qui pointent vers l'extérieur. Oui, tout à fait. Et l'intérieur, oui. Bien sûr. Oui. À la cherche comptable, quand même, il semble. L'inscription à la cherche comptable. Oui, tout à fait. Il semble quand même un passage obligé. Oui, tout à fait. Pour les gens qui sont habitués, à 100%. Pour quelqu'un qui débute, c'est un monde que j'ai remarqué. La réaction des gens, c'est « Oh, c'est très compliqué, le Search Console ». Mais c'est vrai, absolument d'accord. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu. C'est moins compliqué que Google Analytics. Ah ben ça c'est, alors oui, évidemment, quand on utilise Google Analytics comme point de départ, on est 100% d'accord. Mais bon, il y a des outils comme 4SEO qui rendent des choses encore plus faciles, du moins, je trouve assez facile, on va dire. Après, c'est que mon opinion.
L'accessibilité, ça fait partie de, pour moi du moins, ce qu'on devrait faire dans les sites aujourd'hui. C'est non seulement un incontournable, mais pour moi, je considère que c'est un devoir. Bon, c'est aussi peut-être parce que j'ai comment on appelle ça, un handicap invisible. Donc, je considère que, peut-être que c'est pour ça que je considère que tout le monde devrait faire ça, mais bon, je ne sais pas. Mais pour moi, on a un devoir moral et une obligation de créer des sites aujourd'hui qui sont accessibles, parce que c'est pas normal de créer des sites pour 85% de la population. Il y a 15% de la population qui a un handicap, et donc on devrait idéalement faire ça correctement. Évidemment, pour ceux qui reconnaissent, Joomla a un petit menu qu'on peut mettre en place, un plugin qui s'appelle le système fonctionnalité d'accessibilité supplémentaire, qui permet d'augmenter la taille du texte, l'espacement du texte, inverser les couleurs, nuances de gris, souligner les liens parce que des fois c'est pas facile à voir. Moi, celui que j'utilise personnellement, c'est grandir le curseur, parce que je considère qu'il n'y a pas besoin d'avoir un handicap pour des fois perdre le curseur parce qu'il est trop petit, et c'est pratique. Et ça va même jusqu'à lire le texte d'une page. Bon, plus ou moins bien, mais au moins c'est fait. Et pour ceux qui bidouillent avec ça, il y a deux modes de ce plugin, dont un utilise le Google Material Font. Et si vous êtes en Europe et que vous voulez faire les choses correctement, évitez d'utiliser cette option parce que ça fait un lien vers comment il s'appelle, le site Google en matière de font, de police de caractère. Et donc, au niveau RGPD, c'est du gris foncé, pour pas dire du noir. Et donc, l'environnement, évidemment, on y vient. Et je dirais que depuis 1 an et demi, ça commence à se cristalliser, du moins je trouve, que ça commence à se cristalliser sur les solutions, on va dire, pour plus facilement avoir une idée de son site, sur comment mon site fait son travail. Donc là, le premier truc à faire, bon, si vous ne le savez pas déjà, c'est est-ce que mon hébergeur est vert, bon, ou l'hébergeur du client. Il y a un truc qui s'appelle la Green Web Foundation, avec le lien qui est au-dessus, là, Green Web Check. Vous tapez le nom du site, il va chercher l'hébergeur et il vous dit oui ou non, votre hébergeur est vert. Donc, c'est déjà bien. Ça vous permet potentiellement, des fois, tout simplement de faire basculer votre client d'un hébergeur XYZ à votre hébergement. Si vous êtes hébergeur, c'est une façon très facile de convertir le client, des fois. Parce que même si, à prix égal, les gens vont vers quand même ce choix-là. Et après, pour les 3 liens qui sont là, EcoGrader, Digital Beacon et Website Carbon, j'irais dire il ne faut pas obligatoirement s'obnubiler sur les résultats de ces trucs-là. C'est-à-dire qu'ils ont tous une manière différente de vous donner un score de votre site. Moi, ce que je dirais plutôt, c'est de prendre les conseils, parce qu'ils ont beaucoup de conseils selon le site en question, et de faire un peu la moyenne. Il y en a un qui va vous dire votre site il a un score de 82, ça vaut un A. L'autre, il va vous dire vous avez un score de 81, c'est un B. Bon, déjà, c'est plutôt les listes d'amélioration qui est importante et pas obligatoirement le fait que vous avez un 82 ou un 81 ou un A ou un B. C'est plutôt quelles sont les choses que je pourrais faire pour mieux avancer dans mon résultat. Et je vais vous montrer un exemple dans quelques minutes. Donc, il ne faut pas s'omnubiler sur cette partie-là. Et il faut aussi penser, pour ceux qui ont des sites ils vont vers l'extérieur, les tierces parties, est-ce qu'ils font les choses bien aussi? Et donc, il y a un petit truc, Are My Third Parties Green, qui va tester votre site et voir vers où vous envoyez vos potentiels clients et est-ce que ces tierces parties font les choses correctement. Donc, ça vous donne des informations supplémentaires. Selon si vous communiquez avec des communautés ou des sociétés à but non lucratif, il commence à y avoir de plus en plus de demandes côté RSE. Et donc, si vous avez ça dans votre arsenal d'informations, vous savez que vous aurez des questions qui seront un peu moins gênantes après. Donc,
un petit exemple. À quoi ressemble quoi? Donc, Green Web Foundation. Donc là, j'ai démarré une startup pour aider les seniors et les personnes en situation de handicap physique contre l'isolement. Et donc, j'ai fait un petit site très rapide en Joomla, assez basique pour l'instant. Et donc, bon, l'hébergement, comme vous pouvez voir, j'ai tapé le nom du site. Il m'a dit, ben, c'était un hébergement green. Et je le confirme parce que je sais que c'est un hébergement green. Et au niveau résultat, alors, il y en a 3. Donc là, Website Carbon Calculator me dit, 82%, vous avez un A. Bon, pas un A+, mais un A. Et après, il vous dit, ben, vous utilisez 19 grammes de CO2 pour chaque personne qui visite la page. Votre site a l'air d'être sur une énergie verte. Et vous pouvez calculer ben, combien de CO2 sur un an ça génère, l'équivalent d'eux, etc. Euh, euh, L'équivalent de 24 milliards de bulles. Bon, je ne suis pas sûr que ça me parle beaucoup, mais bon. Les 2 arbres, ça me parle déjà plus. Et après, il donne des idées de comment réduire votre impact, etc. Donc ça, c'est Website Carbon. Beacon il va aussi dans le détail. Ils vous font une petite capture d'écran au passage et ils vous donnent une idée de en quoi est composé votre site. Donc la page homepage mesure même pas 1 méga, 829 kilooctets. Il y a 3 fentes, il y a 4 images, il y a 21 scripts, il y a 13 CSS, etc., etc. Et après, vous avez les scores Core Web Vitals, et là où vous avez des opportunités d'amélioration, etc. Et d'une façon différente, vous avez EcoGrader qui vous donne, lui, un score de 85. Donc, ouais, 82 d'un côté, 85 de l'autre, 80 de l'autre. C'est à peu près dans les mêmes. Il n'y en a pas un qui dit 19 et un qui va dire 98. Ils sont à peu près tous dans la même zone, mais ça varie selon comment ils ont construit leur algorithme et là où ils mettent le emphasis, le, le point d'honneur, on va dire. Et après, ils vont dans le détail. Alors, par exemple, là, ils vont aller vous dire qu'il faut utiliser plus de WebP. Ça va améliorer potentiellement par de 10 millisecondes la réponse de votre site, etc., etc. Il y a des recommandations assez pertinentes qui vont assez loin dans les discussions. Par exemple, j'ai oublié de mettre une politique de cache efficace pour les assets statiques. Il m'a rappelé que je vais le faire. Je n'ai pas encore fait. J'ai littéralement tiré ça hier pour cette présentation. Donc, 2 secondes. Allez. Alors, quelques astuces et quelques conseils, et dont un au moins, je pense, vous ne faites pas aujourd'hui. Donc, il y en a beaucoup qui connaissent les SVG, bien sûr. Les SVG, c'est comme n'importe quel autre format. Il faut les passer à travers des optimisateurs. Les résultats sont assez bluffants. SVG Optimizer est un des meilleurs, avec Vecta.io Nano. Et ça peut vraiment faire alléger vos SVG. Moi, j'en ai envoyé quelques-uns où c'est passé de 120K à 3K. J'étais assez bluffé. Et visuellement, ça ne change rien. Évidemment, si vous avez beaucoup d'SVG sur votre site, ça peut être intéressant de combiner. Alors, pourquoi combiner? Ce n'est pas juste parce que vous avez moins de fichiers, c'est que vous avez moins de requêtes. Quand vous avez un site en Joomla, vous avez, pour chaque élément, il y a une requête qui est faite vers votre serveur. Moins de requêtes il y a, plus rapide sera votre site. Donc, c'est vraiment à réfléchir à tous ces aspects-là. Alors, je sais que vos clients ne pensent pas à ça, parce qu'eux, ils s'en foutent, généralement. Bon, dans certains cas, ils veulent quand même que votre site ne soit pas un Hummer de l'industrie du web, mais en dehors de ça, le détail, il s'en moque un peu. L'utilisation des CSS shapes et du SVG masking, alors je ne connais pas les mots en français, je suis désolé, aide encore plus. Pour les images matricielles ou raster images,
utiliser des sprites CSS, et c'est une très bonne option. Et un truc je suis assez surpris de voir souvent, il y a peu de sites, ou pas assez de sites peut-être, qui n'utilisent pas l'option Lazy Load. Vous avez une série d'images au-dessus du fold, du pli en français, et vous en avez plein en dessous, mais si vous n'avez pas l'option Lazy Load, ben ça load tout, et donc ça va potentiellement ralentir la visibilité de votre site, parce que il y a plein d'autres éléments qui doivent se télécharger avant que tout se compose. Donc il vaut mieux faire attention si vous avez un site assez plein rempli d'images, que vous ayez l'option Lazy Load mis en place. Alors, généralement, votre framework, si vous utilisez un Helix Ultimate ou un UTheme ou un des autres, ils ont cette option-là, il faut juste la cocher. Elle n'est pas obligatoirement cochée selon la template automatiquement. Et là où il y a, je pense, très peu de vous qui font ça, les polices de caractères, c'est un endroit pour récupérer des tonnes de place. Bon, il y a un logiciel qui s'appelle FontLab, que vous connaissez peut-être, qui vous permet, par exemple, un Font Awesome. Vous avez construit un site et ils ont choisi d'utiliser Icon Moon ou Font Awesome. Selon la version de Font Awesome que vous avez quelque chose comme, allez, on va dire n'importe quoi, 6000 symboles. Votre site, il en utilise royalement 15. Eh ben, votre fichier, il fait 167 kilooctets. Vous le passez à travers FontLab, vous enlevez tous les symboles qui ne servent à rien, et même, on va dire, ceux que vous pouvez toujours en rajouter quelques-uns que vous pensez qu'ils vont peut-être utiliser, mais il y a des symboles dans des langues ou des trucs, on n'arrive même pas à comprendre ce que c'est. Et bien, pourtant, ils sont dedans. Et bien, vous avez, votre fichier, il passe de 167 kilooctets à 4 kilooctets. Et ça, c'est vrai aussi pour des fichiers comme Times New Roman. Parce que dans Times New Roman, il y a des centaines de caractères. Il y a les caractères pour la langue georgienne. Si votre site, si son public, c'est le français, ça m'étonnerait que vous utilisiez beaucoup de caractères georgiens. Et pourtant, ils sont dans votre fichier. Et donc, vous avez des centaines de symboles, des espèces de symboles mathématiques que vous n'allez jamais utiliser sur un site de yoga, par exemple. J'utilise yoga parce que je viens d'en faire un récemment pour une cliente aux États-Unis. Donc, je prends comment ça s'appelle, les fichiers en question. Alors, à la base, je ne choisis pas des fichiers des polices de caractères très lourds, mais bon, tout s'ajoute. Et je ne l'ai pas encore mentionné, mais je vais le faire. Pour les polices de caractères, si vous êtes en Europe ou votre client est en Europe, il faut faire attention à les héberger en automatique avec Google Fonts. Il faut les héberger localement sur votre serveur. Donc, il faut les télécharger. Donc, ça va prendre un certain poids. Et certains même je dirais plus de 40% des polices de caractères de Google sont assez pesantes. C'est assez typique de trouver des polices de caractères qui pèsent 150, 200, 250K. Et parce que ils ont ces belles formes et ces beaux caractères dedans. Et vous pouvez les réduire à des tailles vraiment ridiculement petites. Et c'est comme ça que je disais que récemment, j'ai fait économiser à un client 1 méga pour chaque page que le client présentait vers l'extérieur. Il y avait 1 méga juste en font, juste en police de caractères. Alors évidemment, c'est parce qu'ils avaient 8 polices de caractères, ce qui était un peu déjà beaucoup à la base. Mais je leur ai dit, on n'a pas besoin de celui-là, il est utilisé nulle part. Ah oui, d'accord. Bon, on l'enlève. Mais ça, c'est trop facile, on va dire. Mais même après ça, en optimisant les fichiers, on se retrouve avec des fichiers qui sont extrêmement petits. L'autre truc, la dernière catégorie, c'est réduire les redirects, les requêtes et les sites. Quand vous allez sur un site, vous allez dans le console, il vous dit sur l'onglet, je crois que ça s'appelle réseau, le nombre de sites vers lequel vous vous connectez. Donc évidemment, il y en aura au moins un, c'est votre hébergeur, sinon il n'y a pas de site. Mais si vous envoyez les gens vers Joomla, ça fera un deuxième. Et si vous envoyez les gens vers Google, ça fait un troisième, et ainsi de suite. Plus il y en a, plus c'est
c'est positif s'il y a un vrai besoin, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut que chaque élément de vos pages aille vers la mission de ce que fait le business, que ce soit un site e-commerce ou un site vitrine. Donc, essayez de rester en dessous de moins de 8 sites externes. Moi, j'essaye de me limiter ça à 4 à 5, quand je peux, évidemment. Quand je ne peux pas, pas le choix. Hein. Si vous avez quelqu'un qui est connecté à Instagram, Facebook, qu'est-ce qu'il y a d'autre, X et TikTok, déjà, vous avez déjà 4, avant que plus le site que vous hébergez. Donc, vous commencez avec 5, déjà sans avoir fait que dalle. Les assets, c'est en français, c'est les ressources, pardon. Essayez d'être le chiffre le plus bas possible. J'ai vu des aberrations récemment avec 500 assets parce que ils ont des trucs partout. Et plus vous avez des assets, c'est-à-dire des ressources, et plus c'est les requêtes vers le serveur. Alors, si vous avez un serveur super dimensionné, rapide et très proche de là où est l'internaute, évidemment, ça va aller vite, mais c'est généralement pas le cas. Et idéalement, vos pages doivent être en dessous de 3 mégas. Alors, je sais que ça, c'est pas toujours facile, mais ça inclut tout, c'est-à-dire le HTML, le CSS, le JavaScript, les images, police des caractères. Et quand on fait toutes les optimisations possibles, on peut le faire avec des sites magnifiques, avec des belles images, avec des belles polices de caractères, etc. Pour surveiller les performances de votre site, alors comme je ne suis pas un expert en 4 SEO, peut-être qu'il y a des éléments qui mesurent et qui présentent au niveau performance, mais je laisserai Yannick parler là-dessus plus tard. Mais vous avez des outils gratuits assez populaires et connus comme PageSpeed Insights, GTmetrix ou Lighthouse. Et un des accents les plus importants, c'est le TTFB, le Time to First Byte, c'est le temps de réaction du premier kilo-octet. Non, c'est même pas le kilo-octet, c'est le premier octet. Et ça va vraiment, on va dire, c'est ça qui donne l'impression que votre site est rapide ou pas, parce qu'il y a quelque chose qui se passe tout de suite. Après, il y a d'autres aspects comme le LCP, c'est les zones de votre site qui prennent le plus de temps à être peints. Le mot peint est peut-être un peu spécial, mais et après, il y a le CLS qui est quand un site démarre, il y a plein de choses qui se passent et il y a des moments où il attend que le serveur réagisse. Alors, ça peut être loader une vidéo, ça peut être prendre un fichier d'image qui est beaucoup trop gros parce que vous ne l'avez pas optimisé, donc ça prend du temps. Et donc, ces cumulative layout shifts, ça fait que si vous allez dans votre console, vous voyez que tout d'un coup, le site, il load, mais avec beaucoup, beaucoup de temps, avec des zones qui sont optimisables ou pas. Et c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a des questions? C'est la peine de mettre la bouche sur bonjour, Gilles. Attends, faut que j'appuie sur le bouton. Un peu plus près. Bonjour Gilles, je t'entendais parler sur les réseaux sociaux. Je crois qu'en 2024, on ne peut pas faire l'impasse de Facebook, X. Alors déjà, c'est du lien. Les gens vont partir du site pour aller voir ce que tu as publié. Insta, pareil, les images. Absolument. Je ne crois pas que ça soit la bonne option. Alors même si ça consomme des ressources, de le désactiver. Alors, ça dépend de ton audience. Moi, un exemple, j'ai un client qui n'est pas, qui est sur Instagram, mais qui n'est pas du tout sur X. Et honnêtement, aujourd'hui, personnellement, après, c'est un point de discussion, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent automatiquement sur X ou sur Insta ou sur Pinterest ou sur TikTok et ils n'ont pas d'audience parce qu'ils n'ont pas fait le travail de savoir où est mon audience et où sont mes clients. Et ça fait partie aussi de ce que moi, je considère qu'une façon holistique de faire un site pour un client. C'est que, moi, exemple, j'ai une dame qui est
une leader, je crois, ouais, une leader d'enseigner le yoga à des adultes pour enseigner le yoga aux enfants. Résultat, on a fait une petite étude pour voir, on a questionné tous ses clients, elle a déjà enseigné plus de 4000 adultes à travers le monde, dont 1500 en Chine. Elle va chaque année en Chine pour faire ce travail-là. Et elle a moins de 1% de ses potentiels utilisateurs clients sur Twitter. C'est juste pas là où ils vont. Ils sont sur Facebook, ils sont sur Instagram, mais ils ne sont pas sur Twitter. Donc, on a discuté et je lui ai dit, si tes clients potentiels ou d'aujourd'hui ne sont pas sur Twitter, ne t'emmerde pas à créer un lien vers Twitter. Ça ne sert à rien. C'est une perte d'énergie. Et en plus, elle, étant une presque solo entrepreneuse, alors elle a 2 employés, mais bon, on va dire, c'est elle la tête de la société, et ben, ça la disperse aussi dans ses activités. Donc, je lui ai dit non, ça ne sert à rien de te mettre sur Twitter. C'est un exemple, peut-être pas logique, mais répétable, mais c'est un exemple de... Il faut vraiment cibler et minimiser son empreinte quand ça ne va pas apporter de la valeur. C'est plus une fonction de business peut-être que d'optimisation pure, mais c'est ça aussi de faire un site pour un client, c'est de se mettre à la place du client pour répondre à ses besoins. Oui, je crois que ce dont Gilles parlait, enfin, vous parlez pas peut-être pas de la même chose, parce qu'il y a aussi les requêtes vers les requêtes vers les réseaux sociaux ou vers Google Analytics, vers des requêtes qui sont lancées par le site, qui vont chercher des éléments, qui vont chercher des fichiers, voilà, qui est différent d'un lien vers le compte Twitter ou vers le compte, voilà. Des fois, on met des petits modules qui vont chercher des informations pour tu veux dire en mode pour montrer l'information de Twitter? Pour montrer l'information, ou des requêtes qui vont chercher des informations qui vont venir dans le header, enfin, qui sont chargées par le header, etc. Donc là, ça demande de la ressource. Oui, évidemment, l'idée, c'est pas de dire on coupe tout. L'idée, c'est surtout, ou plutôt, et peut-être que je suis mal exprimé, désolé, mais c'est vraiment de réfléchir avec le client, ou pour vous-même si c'est votre propre site, est-ce que vous avez besoin de cette information? Est-ce que ça apporte quelque chose? Par exemple, pour le cas de Michel, avec son site, elle a aucune audience sur Twitter, donc apporter de l'information de Twitter, surtout dans le domaine du yoga, égale 0 effet positif. Donc pour elle, ça n'a pas d'avantage. Donc, on ne le fait pas. Parce que ce serait une utilisation négative d'apporter de l'information. Il n'y a pas une communauté de yoga qui est sur Twitter à mettre du contenu. Donc, il n'y a pas de valeur à faire importer de l'information de Twitter. Dans ce contexte-là spécifique, bien sûr. Et alors juste, il y a un truc que tu n'as pas abordé, mais voilà, qui nous paraît naturel, mais qu'il faut rappeler, c'est que pour optimiser les choses, ce qui est bien aussi, c'est de nettoyer. C'est de nettoyer, enlever les composants, les modules. Oui, j'ai oublié de le dire et c'est à 100% raison. Les articles qui sont inutiles, qui sont inutiles parce que ça fait, même pour le référencement, c'est mauvais des articles. J'aurais dû le spécifier, tu as raison. On est léger. Nous, dans nos habitudes, et moi le premier, les sites de test, les sites de copie, etc. Pensez à faire du nettoyage. Absolument. Dans une installation de Joomla 5, moi, j'enlève tout, je désactive tout. Alors, peut-être qu'il y en a dans la salle qui me diront je ne devrais pas faire ça, mais tous les trucs d'API, des plugins de Joomla, moi, je considère que comme la majorité des sites que je construis pour mes clients, c'est des clients, on va dire, artisans, artistes, petits business, pas des gros clients avec des tonnes de connexions avec des sources de data externes. L'API, je ne m'en sers jamais. Donc, tout ça, je le désactive. Parce que pour moi, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, j'en sais rien, mais pour moi, si c'est activé, c'est une porte potentielle de sécurité ouverte. Donc, c'est la même chose. Pour optimisation, c'est aussi de désactiver tout ce qui ne sert à rien. Tous les comment ça s'appelle, quand je livre un site à un client, j'ai regardé tous les plugins et toutes les extensions et j'ai viré tous les trucs que moi j'ai peut-être utilisés pour la construction du site. Merci de l'avoir rappelé. Ok, on va conclure. Il faut le micro. Pardon, très vite.
C'est moi qui passe à peine, je ne vais pas comprendre sur mon temps. Frédéric, bonjour Frédéric. Pour revenir aux réseaux sociaux, qu'est-ce que tu penses des icônes pour partager le site? Non pas pour afficher une page liée au site, mais pour partager le Bah, site. les trucs très typiques là-dessus, c'est add this. C'est un truc qui est très utilisé. Et le problème, c'est que. Oui, mais ce concept-là, et ça fait plein de requêtes et plein de ressources. Alors, mais le principe est le même. S'il y a un besoin business, absolument, fais-le. Mais sinon, évite de le faire. D'accord. Mais oui, s'il y a un besoin business, absolument. Bah, c'est toujours intéressant de faire connaître le site. Quelqu'un qui dit ah, le site me plaît, Oui, mais regardez. moi, ce que je fais avec mes clients, c'est que je leur fais faire, on se met d'accord sur on le fait, mais on le teste pendant 3 ou 6 mois. Et très souvent, on voit qu'il n'y a pas d'utilisation des utilisateurs et après on arrête. D'accord. Mais c'est aussi ça, l'optimisation, c'est de regarder dans le temps et d'analyser et de dire ben, ça a marché, ça ne marche pas du tout. Donc ben, si ça ne marche pas, ben, on l'enlève. Merci.